Incertitude. 150 jours avant l'élection présidentielle, Paris Match publie un sondage de l'Institut BVA. Première question. Pensez-vous voter pour Chevènement au premier tour de l'élection présidentielle? Réponse, au total, oui à 33%. Seconde question. Souhaitez-vous que Chevènement soit président de la République? Réponse, oui, à 19% seulement. Donc 33% moins 19%, c'est-à-dire 14% des sondés vont voter pour Chevènement au premier tour sans vouloir qu'il soit président. Bizarre. En plus, avec 33%, Chevènement serait très probablement au second tour. Une info qui pourrait bien faire changer le vote des 14% précédents. Quelle est la fiabilité d'un tel sondage? Sur quoi repose en fait cette république des sondages dans laquelle nous vivons? Premier point de litige, la taille de l'échantillon. BVA n'a évidemment pas interrogé les 40 millions d'inscrits, mais s'est contenté d'un échantillon de 989 personnes. Pourquoi environ 1000 personnes? Si j'essaie de déterminer les intentions de vote des Français, il est clair qu'interroger une personne ne suffira pas. 2 non plus. Avec 10, je peux encore faire élire Arlette Laguiller. Plus l'échantillon est grand, plus le résultat est fiable. Pour un échantillon de N personnes, les lois de la statistique nous disent que l'erreur est de 1 sur racine carrée de N. Pour 1000 sondés, 1 sur racine carrée de 1000, ça donne un peu plus de 3%. Quand 2 candidats sont séparés de moins de 3% dans les sondages, vous savez maintenant que cela ne veut rien dire. Pour faire mieux, c'est-à-dire pour ramener l'erreur à 1%, il faudrait interroger 10 000 personnes. Trop cher. Quant à rabaisser à 0%, il faudrait procéder ni plus ni moins à une élection. Mais les sondeurs utilisent un autre moyen pour essayer de réduire l'incertitude. Au lieu de choisir un échantillon au hasard, ils tentent de confectionner un échantillon représentatif selon la méthode des quotas. L'idée, c'est de fabriquer une image miniature de la population française. Il y a 50% de femmes dans la population, je mets 5 femmes dans mon échantillon. 30% de plus de 60 ans, je prends 3 vieux, etc. Plus généralement, on s'assure que certaines caractéristiques telles que l'âge, le niveau de vie, le sexe, l'habitat sont dans les mêmes proportions que dans la population générale. Respecter ces quotas est une véritable gageure. Entre autres parce que la population n'est connue dans son ensemble que grâce à un instantané réalisé seulement tous les 10 ans, le recensement. Et en 10 ans, bien des choses changent. Plus grave encore, il n'est pas démontré que ce choix des quotas donne des résultats plus exacts que le tirage au hasard des participants. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas de tomber sur de mauvais échantillonnages qui amèneront des erreurs subtiles. Pour le montrer, prenons un cas d'école énoncé par le démographe Hervé Lebras. Supposons que la moitié des familles françaises n'ait pas d'enfants et que l'autre moitié ait 4 enfants. Si vous interrogez les parents en leur demandant combien ils ont d'enfants, la réponse moyenne sera de 2 enfants par famille. Mais si vous demandez aux enfants combien y a-t-il d'enfants dans votre famille, la réponse moyenne sera de 4 enfants par famille, car vous n'avez évidemment pas interrogé les enfants des familles où il n'y a pas d'enfants. Et ce n'est pas tout. Dans certains cas, les chiffres obtenus lors des enquêtes sont corrigés. Comment cela? En comparant les résultats des précédents sondages avec les résultats réels, en calculant la différence et en corrigeant le nouveau sondage de cette erreur passée. Tout ça ressemble plus à une recette de cuisine qu'à une méthode scientifique. Et pourtant, malgré toutes ces critiques, les sondages pullulent. Pourquoi? Ce ne sont évidemment pas les instituts, auteurs de ces études, qui vont répondre, au risque de tuer la poule aux œufs d'or. Non pas que les sondages leur rapportent énormément d'argent, ils représentent tout au plus 10% de leur chiffre d'affaires. Mais leur présence chronique dans les médias constitue une tête de gondole à l'impact publicitaire inestimable. Qui va alors répondre à cette question? Les mathématiciens? Ils vous conseillent d'aller voir du côté des sociologues, qui vous renvoient aux statisticiens, qui renvoient aux médias, qui renvoient à nous. Est-ce que cette exégèse perpétuelle des variations de tel ou tel, à coup d'études chiffrées, n'est pas en train de remplir la place laissée vide par un débat politique morne et terne? De la République des sondages, on risque de tomber dans la dictature des sondages.
car ces enquêtes, présentées comme exactes mais fausses, peuvent inciter l'opinion à prendre des contre-mesures qui ne seront fondées sur rien d'exact. Et du faux, aucune conclusion intelligente ne peut résulter. Donc, messieurs les sondeurs, bonsoir.